Nous sommes en direct pour la reprise, nous sommes de retour. J'espère que l'on vous a manqué, c'est le but. Et avec nous, avec moi en studio aujourd'hui, je me dédouble, ça commence. Nous avons Paul et nous avons Kylian. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour Corentin. Voilà, heureux d'être là pour le retour. Oui, très. Voilà, beaucoup. ça se voit Kylian. Ça se voit Kylian que tu respires la joie. Et ben voilà, moi aussi je suis très heureux de vous revoir. Ça nous avait manqué de ne pas vous parler pendant toutes les vacances. Voilà, donc pour l'instant nous commençons à 3, mais bien sûr chaque semaine vous nous retrouverez avec voilà, tous les membres de l'équipe dont vous avez l'habitude, Paul, Céline, tout ça, voilà. Vous verrez au fur et à mesure des semaines. Aujourd'hui, donc au planning de Point Virgule, qu'avons-nous Paul, d'abord, tu vas commencer et tu vas nous parler de quoi ? Du magnifique film Enola Holmes, sorti cette semaine. Film, c'est un film ? C'est un film, tout à fait. J'ai toujours cru que c'était une série. Waouh, je me sens eu maintenant. Donc, et toi qui... donc non, après c'est moi, là je vais revoir mon planning aussi. Moi, pour continuer cinéma, je vais vous parler des Emmy Awards qui ont lieu la semaine dernière. Et je pense, vu que c'est une cérémonie importante du cinéma, nous allons revenir dessus. Et enfin, pour finir, retour au classique avec Kylian. Oui, et aujourd'hui, on va reprendre avec un classique de la littérature anglaise. Je vous invite à venir dans des contrées austères et froides sur une histoire tragique. Kylian, toujours notre agence de voyage locale, bien entendu. Et ben nous allons tout de suite pouvoir commencer avec la chronique de Paul. Donc bonjour à tous, comme l'a dit Corentin parfaitement tout à l'heure, Merci. en se trompant par Oh là là. je vais donc vous parler du film Enola Holmes, sorti le 23 septembre sur la plateforme Netflix. Un peu de placement de produit en même temps, mais j'ai pas le choix. Donc c'est un film d'aventure américano-britannique, réalisé par Harry Bradbeer. Il s'agit de l'adaptation de la série littéraire Les Enquêtes d'Enola Holmes, de la romancière américaine Nancy Springer, et plus précisément du premier roman intitulé La double disparition. Il met en scène la petite sœur du célèbre détective Sherlock Holmes, lui-même créé par l'écrivain britannique Arthur Conan Doyle. Donc Enola est la cadette de la famille Holmes, née en 1884. Elle vit seule dans la campagne britannique avec sa mère, Eudoria, qui l'éduque de manière peu orthodoxe et loin des codes de la société d'autrefois. Quand Eudoria disparaît mystérieusement, Enola se retrouve obligée de contacter ses frères, Mycroft et Sherlock. Ce dernier étant un célèbre détective, Enola pense qu'il pourra l'aider à retrouver la trace de sa mère. Néanmoins, quand il découvre que leur petite sœur est loin d'être un modèle de sagesse et de politesse, il décide de l'envoyer en pensionnat pour la rendre acceptable en société. Mécontente, Enola se déguise et s'échappe en direction de Londres, où elle est amenée à résoudre un mystère. Donc, visiblement aussi astucieuse que son frère détective, elle va alors se lancer dans une enquête, tout en tâchant de s'affirmer dans un film à l'ambition clairement féministe, puisque Enola Holmes n'est pas éduquée comme les autres filles de l'époque et a une forme rebelle, si on peut dire, vis-à-vis de la société dans laquelle elle vit. Elle casse les codes du féminisme de l'époque. Pour ma part, je l'ai regardé ce week-end sans réelle attente particulière au début. Je pensais que ça allait être un film banal et sans réel intérêt. Et en fait, les scènes d'action à plusieurs reprises pendant le film permettent de captiver le spectateur et de mettre encore plus d'action dans cette histoire rocambolesque. Et j'ai vraiment adhéré et aimé. Outre l'histoire d'Enola Holmes, ce film nous permet de comprendre les codes de bonne conduite attendus par la société britannique dans les années 1880, et notamment auprès des femmes. Cela nous permet de relier cet ancien monde au monde actuel qui est le nôtre, et de nous faire notre propre avis sur la question, sur les évolutions de la société par exemple. Donc je vous conseille de regarder ce film, vous ne serez pas déçus, il vous donnera sûrement envie de lire ou, si ce n'est pas déjà fait, de relire les livres de Nancy Springer et d'Arthur Conan Doyle. Voilà, en tout cas je viens de regarder un peu le casting de cette série. On a un beau cast star. Ouais, Je viens justement de voir déjà Millie Bobby Brown qui est connue forcément pour Stranger Things. Et également bien sûr le merveilleux Henry Cavill dont on a pu parler dans la série The Witcher, exceptionnelle, qui est saison 2 cette année. Saison 2 cette année, si j'oublie pas. Et d'ailleurs je me souviens bien que alors je sais pas si ça a été réglé, je sais pas si tu as des infos là-dessus, mais au début en fait quand Sherlock est sorti, ils ont eu des problèmes judiciaires avec les ayants droit justement de Sherlock Holmes. Oui. Parce qu'en fait, Sherlock Holmes est dans le domaine public, mais qu'une seule partie. La partie froide et calculatrice est dans le domaine public, mais la partie qui a des émotions n'est pas dans le domaine public. Oui, voilà, et d'ailleurs, le film Enola Holmes a été attaqué en justice par ce même comité, car dans le film, on montre plus un Sherlock Holmes
Par les émotions. Qui a des émotions et ça n'a pas plu aux ayants droit. Forcément. Donc ils veulent de l'argent comme tout le monde. Voilà, donc juste pour revenir un peu sur ce film, je ne l'ai pas vu non plus, mais visiblement je viens d'apprendre que c'était un film aussi. Mais donc si Paul tu nous dis que c'est un très bon moment, eh bien nous te croyons et voilà. Et toi Kylian, tu l'as vu non plus ? Non, je ne l'ai pas vu encore. Voilà, et écoute, on le regardera. Top 1 des tendances. Top 1 des tendances, alors attention. Voilà, mais en tout cas, un casting qui vend du rêve, donc écoute, peut-être un très bon film. À voir. J'ai trouvé, à vous de vous faire votre propre idée. Paul nous recommande. Voilà. Eh bien, nous allons passer à la petite pause, parce que vous savez, maintenant on fait point virgule musical, c'est le moment de faire un petit placement de produit là. On fait aussi des points virgules musicaux. Et on a décidé donc cette semaine de vous proposer une petite musique à part, juste comme ça pour vous la balancer, histoire d'augmenter le temps de l'émission déjà, puisque ça sert pas mal, mais également pour vous proposer une musique qu'on aime. Et aujourd'hui c'est à Kylian de nous proposer sa musique. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à malice, Kylian ? Eh bien, dans mon sac à malice, je vous propose Gorillaz en featuring avec Robert Smith sur leur prochain album Song Machine. Le titre s'appelle Strange Times et fait référence à notre époque assez sombre que nous vivons en ce moment. Eh bien, on écoute ça tout de suite. Et nous sommes de retour après cette merveilleuse musique. Alors Kylian, qu'en as-tu pensé ? C'est parfait comme toujours. D'ailleurs, je vous invite aussi également à regarder le clip qui est vraiment très beau, comme tous les clips de Gorillaz qui mélangent prise de vue réelle et dessin. Donc je vous le conseille vraiment, c'est super beau. Voilà. Voilà, merci pour tes recommandations musique, Kylian. Nous allons donc tout de suite pouvoir passer à la deuxième chronique de cette émission où on va parler Emmy Awards. Nous voici le 21 septembre dernier, c'était la 72e cérémonie des Emmy Awards. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc un petit récap dans quoi consiste cette cérémonie. Donc elle est là pour récompenser les meilleures séries et également donc meilleures séries / meilleures mini-séries et également donc leurs acteurs et actrices qui jouent dedans. Donc pour vous parler vite fait de cette cérémonie, qu'est-ce qu'il y avait de spécifique déjà ? En distanciel forcément. Comme toutes les cérémonies actuellement, les Emmy Awards se sont passés en distanciel avec seulement le présentateur du coup qui était présent sur la scène. On avait beaucoup de séries qui partaient favorites pour on en parlera un peu quand on arrivera dans les catégories avec Kylian, mais on peut notamment parler donc déjà de Watchmen qui partait grand favori parce qu'il y avait énormément de nominations. Better Call Saul. Better Call Saul, bien entendu, on en reparlera. Et on remarque aussi énormément de nominations pour Netflix, contrairement aux dernières années. Ils s'en sortent avec plusieurs nominations, donc c'était l'occasion de ramener quelques statuettes. Et nous allons donc pouvoir parler un petit peu plus des catégories en détail et rentrer dans la cérémonie. Voilà, bruit de trompette. Nous n'avons pas en stock. Première catégorie, qui est un peu la catégorie reine de ce festival, c'est les meilleures séries dramatiques. Chaque année on l'attend, donc je vais un peu détailler sur celle-ci parce qu'on est sur les grosses catégories. En liste, nous avions Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark et Stranger Things. Kylian, je sais que tu as vraiment envie de nous dire un mot sur Better Call Saul. À mes yeux, c'était Better Call Saul qui devait l'emporter, car c'est tout simplement, encore une fois, je pense, la meilleure série qui est sortie l'année dernière avec Watchmen, bien entendu. Et c'est surtout que pour la saison de l'année dernière, qui est la saison 5, qui sera l'avant-dernière saison, on a vraiment une prise de puissance de la capacité émotionnelle de la série. Et c'est vraiment incroyable comme série. Je vous invite vraiment à le regarder. Les acteurs sont formidables et le scénario l'est tout autant. Les dialogues sont super bien écrits, la réalisation est top, avec des idées de cinéma. On n'est pas sur une série basique, on a vraiment des idées de cinéma avec des plans vraiment iconiques qui donnent une patte à la série. Et je vous le conseille vraiment. Regardez Better Call Saul, c'est vraiment une des meilleures séries. J'ai l'impression que... Donc pour parler après des séries dont on a déjà
abordé dans Point Virgule. Il y en a quand même un peu dans ce classement. On peut notamment parler de The Handmaid's Tale, que Céline avait abordé en parlant du livre. Donc juste pour vous renouveler les critiques qu'on a fait à l'époque, enfin les critiques que j'avais fait parce qu'on était un peu en désaccord là-dessus avec Céline, mais pour cette dernière saison, la série ne méritait pas le trophée. Enfin, à mon avis, puisque là où la saison 1 était excellente, la saison 2 est vraiment foncée dans le mur, et la saison 3 c'était vraiment une tentative de réanimation d'une série déjà morte à mes yeux. C'est un peu violent, mais voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai sur cette série. Donc pour moi, elle ne méritait pas la statuette. Ensuite, Killing Eve, c'est un peu le même schéma que The Handmaid's Tale, mais juste en chute. La première saison était excellente, forcément. Phoebe Waller-Bridge aux commandes, voilà mon petit coup de cœur. Et par contre ensuite, saison 2, saison 3, elle a commencé à doucement quitter le navire, et voilà, on est vraiment tombé dans une série cliché qui est allée dans le mur. Qui, à l'inverse, Better Call Saul, elle part avec une saison 1 qui expose les personnages et qui peut être un peu longue, une saison 2 qui va un peu plus loin, une saison 3 qui va un peu plus loin, une saison 4 qui dépasse encore un cran, et une saison 5 où on est au summum du dramatique, et qui fait qu'il y a une montée en puissance. Il vend sa série. Non, c'est vraiment incroyable. Regardez-là. Voilà, après pour passer vite un peu sur la fin de cette catégorie, The Mandalorian, une série Disney+, on peut... elle était plutôt bien. Je sais pas si t'as vu la première saison. Eh bien non, malheureusement. C'est vraiment la seule série Disney+, qui m'intéresse actuellement. Bah pareil, mais voilà, j'avais regardé vite fait. Oui, elle méritait sa nomination. Après de là à gagner, je ne sais pas. Je ne saurais pas assez prononcer. Ensuite Ozark, donc une série Netflix qui était nominée. Et enfin, donc la série qui a gagné, Successions. Voilà. Et on n'a pas parlé bien sûr de Stranger Things. Je sais pas si Paul, j'ai l'impression que tu as un mot à dire là-dessus. Non, mais je vous l'avais déjà présenté, il me semble. Oui, tu nous l'avais déjà présenté, ouais. C'est ça. Bah, j'ai rien à dire. Voilà, mais après, pour celle-là, on parle de la dernière saison. Donc, oui. Est-ce que selon toi, la dernière saison méritait vraiment une statuette? La saison 3. Voilà, c'est ça. Ouais, bah, franchement, moi, la meilleure, c'est la 1. Oui, bah voilà, clairement. Et après, ça va, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça descend progressivement. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de pousser ce qu'ils pouvaient faire le plus possible. Mais il y a de moins en moins d'histoires en vrai à apporter. Et en fait, ils ont essayé de trouver une histoire un peu sur le même thème à raccrocher à la série. En fait, je trouve que c'était un peu poussé à la fin. En fait, c'est particulier cette saison 3 de Stranger Things, parce qu'on a les deux premières saisons qui sont vraiment excellentes à mes yeux. Enfin, je trouve qu'on prend vraiment du plaisir à regarder, notamment la saison 2 qui est vraiment très bonne. Mais dans la saison 3, on a l'impression... En fait, j'ai très peur pour la saison 4 en regardant la saison 3. 4 et 5. 4 et 5, mon Dieu. J'ai l'impression que la série, ils voient que ça marche, et du coup, ils veulent la faire durer. Ah bah à l'inverse, dans Better Call Saul, ils ont prévu 6 saisons et c'est tout. C'est bon, en général, les séries Netflix suivent souvent ce pattern de temps que ça marche. Oui, mais certaines sont mieux écrites. Là, j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'être un poil plus ambitieux dans ce qu'ils voulaient dire, mais ils se donnent pas les moyens de cette ambition en adoptant une réalisation qui est somme toute qui adopte un schéma classique, notamment dans l'idée de faire c'est pas du spoil mais de faire ressusciter les personnages qui meurent, par exemple. Voilà. Oui. Ça on le voit. Moi j'ai la 3, donc je l'ai vue plus récemment que la première, forcément, mais c'est de la logique. C'est la logique. Mais elle m'a tellement moins marqué que je me souviens plus des épisodes de la première que de la dernière. Ah ouais. Oui. Là, en me remémorant, on en parle, j'ai du mal à retrouver vraiment ce qui est arrivé dans la saison 3. Pourtant, dans la saison 3, il y a des super bonnes idées, il y a des passages qui auraient pu vraiment être incroyables. Je me suis arrêté au milieu de la saison 2, après je me suis fait chier. Voilà, donc... Mais non, dans la saison 3, en plus, il y avait vraiment de très bonnes idées au niveau fantastique, avec des références à des films, des films de genre comme The Thing de John Carpenter. C'est vraiment une grosse référence, et du coup, ça aurait pu être vraiment très intéressant, mais c'est pas développé jusqu'où ça devrait l'être. Et c'est vraiment... Enfin, c'est triste, c'est très triste, je trouve. Ouais, moi, je vois pas vraiment dans ce sens-là. C'est vraiment le sens où, saison 1, ils ont écoulé leur stock en gros... phénomène non naturel, et ils ont essayé de recoller après avec l'histoire. En fait, ils ont trouvé des trucs différents à dire, mais en essayant de recoller bizarrement. Enfin, le fait, j'ai pas aimé le fait que ce soit là pour faire du chiffre et pour faire de la visio, quoi. Oui. Voilà. Voilà. On va avancer de catégorie parce que là, vu le nombre que j'en ai, on est pour la journée. On avance. Donc après, nous allons continuer avec, en restant dans le dramatique, avec meilleure actrice dans une série dramatique.
Là aussi, forcément, celles qu'on retrouve dedans, on les retrouve. Enfin, la série est à peu près nominée. Donc, on peut citer, pour citer la catégorie, on retrouve Jennifer Aniston pour la série The Morning Show. La première, donc la seule série Apple TV+, si je me souviens bien, à être nominée aux Emmy Awards. Je trouve ça bien dommage d'ailleurs, parce que je pense que Dickinson aurait largement mérité une nomination. Après, on peut citer donc Olivia Colman pour The Crown, une personne exceptionnelle. Voilà, Olivia Colman, voilà. Jodie Comer pour Killing Eve, Laura Linney pour Ozark, Sandra Oh pour Killing Eve et enfin Zendaya pour Euphoria. Pour revenir un peu dessus, donc avant de vous donner le grand vainqueur, waouh, je perds mes mots. Jennifer Aniston dans The Morning Show, vraiment, on est sur une bonne performance, mais après, forcément, elle est entraînée dans une série qui peine à décoller selon moi. The Morning Show est passable. C'est une de ces séries qu'on regarde, qu'on met en fond et on fait quelque chose d'autre à côté. Enfin, à mes yeux, voilà. Pour tout vous dire, j'en suis à l'avant-dernier épisode de The Morning Show. Je l'ai pas fini encore, mais voilà, c'est une série sympathique, mais c'est un sans plus. Voilà. Après Olivia Colman dans The Crown, je n'ai pas vu The Crown, elle est sur ma liste à regarder. Sur Netflix ? Ouais, moi j'ai commencé à regarder. T'as commencé ? Ouais, j'ai commencé. Après Olivia Colman, elle est que dans les 2e ou 3e saisons. Je sais plus, parce que en fait, si je me souviens bien, à chaque saison, en fait, la reine avance d'âge. C'est ça. Et donc qui change d'actrice aussi. Et Olivia Colman, elle fait la reine dans sa période âgée. D'ailleurs, on peut dans la première. Voilà, on peut noter d'ailleurs que la prochaine saison de The Crown ne va pas tarder à arriver, avec notamment l'arrivée de Lady Diana. Oui, de Lady Diana et également non, j'allais dire Meryl Streep, mais non, ça c'est dans donc l'arrivée de Margaret Thatcher avec Gillian Anderson dans le rôle de Margaret Thatcher. Voilà, je vais dire Meryl Streep, c'est la Dame de Fer, mais non, c'est pas le bon film. Donc voilà, une saison peut-être à regarder, surtout que, enfin voilà, j'ai trouvé ça étonnant de caster Gillian Anderson dans le rôle de Meryl Streep. C'est la reprise dans le rôle de Margaret Thatcher. Mais voilà, c'est un choix c'est une très bonne actrice. À voir. On aime les gens qui prennent des risques ici. Donc pour finir sur cette catégorie, Jodie Comer dans Killing Eve. Alors je vais faire les deux actrices de Killing Eve en pack, parce qu'on a Jodie Comer, on a Sandra Oh. C'est vraiment le noir et blanc, si je peux dire ça comme ça. C'est très manichéen. Jodie Comer est très forte. Alors pour pas trop... Enfin, on a parlé de Killing Eve dans notre point virgule, donc si vous voulez plus de détails, allez voir ce point virgule. Jodie Comer est très intéressante. Elle a c'est une actrice profonde. Elle a un très bon jeu. Elle porte le rôle de Villanelle avec brio. Vraiment, voilà, elle porte des émotions à l'écran. Alors que Sandra Oh, elle ne porte pas d'émotions. Voilà. Après, je sais pas. J'ai du mal à la sortir de sa catégorie d'actrice de Grey's Anatomy. Pour moi, voilà, c'est peut-être une série qui est très bonne pour elle. Il y a des gens qui la trouvent peut-être très bien dans Killing Eve, mais à mes yeux, elle n'a pas le niveau d'émotion à porter. Enfin, quand on la met en tout cas à côté de Jodie Comer. Le niveau dramatique. Voilà, c'est ça. Elle n'a pas le niveau dramatique quand on la met à côté de Jodie Comer. Surtout qu'en plus, si je me souviens bien, peut-être que je dis des bêtises, mais Jodie Comer a gagné la statuette l'année dernière dans meilleure actrice dramatique. Voilà, quand on met les deux en compétition, il n'y a pas photo que voilà, Sandra Oh n'a aucune émotion, contrairement à Jodie Comer. On le voit dans les scènes cultes de Killing Eve. Voilà, elle ne sert. Elle est là pour faire le rôle. J'ai rien d'autre à dire. Et après, donc la grande gagnante de cette catégorie, qui est bien sûr Zendaya pour son rôle de roux dans Euphoria. Euphoria, on en a également parlé dans un autre point virgule. Excellente série, je vous recommande, magnifique, beau autant cinématiquement que scénaristiquement. Je vous recommande, allez la regarder. Donc franchement, ce n'est pas étonnant que Zendaya, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Voilà, avec un Z majuscule, que Zendaya ait gagné cette statuette. Car voilà, elle a vraiment un rôle compliqué et qu'elle exécute avec brio, une très très bonne actrice, et voilà, donc on a hâte de voir la saison 2 qui devrait arriver cette année également. Donc voilà, félicitations à Zendaya pour cette catégorie. Est-ce que messieurs vous avez des choses à rajouter avant qu'on passe à la suivante? Moi ça me paraît clair. Ça te paraît clair. C'est précis et très bien. Passons à la suivante. C'est parfait. Alors prochaine catégorie, donc là pareil, dramatique, mais meilleur acteur. Pour passer donc vite fait les nominés, nous avons Jason Bateman pour Ozark, Sterling K. Brown pour This Is Us, Steve Carell pour The Morning Show, Brian Cox pour Succession, Billy Porter pour Pose, Jeremy Strong pour Succession.
Alors, on va faire ça rapidement, je pense, parce que de toutes ces nominations, la seule série que j'ai vue, donc comme j'ai dit, c'est The Morning Show. Voilà, Steve Carell, encore une fois, on le connaît, c'est un très bon acteur. The Office. Voilà, j'imagine que vous avez vu quand même un bout de The Office dans votre vie. Voilà, quelques épisodes, il est excellent. Steve Carell est un excellent acteur. Il y a une nouvelle série Space Force aussi. Space Force, voilà, Space Force. Après, voilà, si vraiment vous voulez découvrir si vous voulez découvrir Steve Carell, je ne vous recommande pas Space Force en première série. Regardez The Office. Voilà, regardez The Office parce que Space Force c'est ok, mais c'est voilà. C'est vraiment différent en termes d'humour aussi. C'est ça. Donc Steve Carell, pareil, très bien dans The Morning Show, grand acteur, rien à dire. Hein. Il joue son rôle. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on l'a pas souvent vu dans des vraies séries dramatiques. Parce que lui, il est plus dans la comédie, quoi. C'est son rôle et il porte très bien. Enfin, il est vraiment très bon dans son rôle d'acteur dans cette série. Et donc voilà, de là à dire qu'il aurait pu gagner, je ne sais pas, parce que forcément, je n'ai pas vu les autres séries, donc je ne vais pas vous dire. Donc voilà, bien sûr, la statuette dans cette catégorie est allée à Jeremy Strong de Succession. Succession qui a fait une rafle des trophées cette année. Donc comme on a pu le voir, ils ont également, comme je l'ai dit tout à l'heure, gagné la meilleure série dramatique. Voilà, donc on ramasse chez Succession. Voilà, donc on va avancer un peu plus. Maintenant, on est dans meilleur acteur secondaire pour une série dramatique. Pour passer vite, Giancarlo Esposito pour Better Call Saul, Bradley Whitford pour The Handmaid's Tale, Billy Crudup pour The Morning Show, Nicola Brown pour Succession, Kieran Culkin pour Succession, Matthew McFadden pour Succession et Jeffrey Wright pour Westworld. Cette catégorie, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire parce que voilà, Kylian, toi aussi t'as des choses à dire. Forcément, Better Call Saul c'est ton truc, mais moi je pense que la statuette aurait vraiment dû aller à Jeffrey Wright de Westworld parce que déjà j'étais très déçu quand j'ai vu que cette série a eu très peu de nominations cette année. La saison 3 de Westworld est exceptionnelle, vraiment très bonne. Elle sort des sentiers battus pour nous proposer une saison dynamique, moderne et avec des acteurs qui portent un rôle, mais waouh, c'est intense. Après, on va le voir plus tard, mais Thandie Newton a aussi été nominée donc, dans meilleure actrice dans cette catégorie. Voilà. Elle aurait plus dû gagner que Jeffrey Wright, mais voilà, on reviendra quand on sera dans la catégorie dessus. Kylian, un mot pour Giancarlo Esposito, qui est magnifique d'ailleurs. C'est quel rôle le rôle du bad guy, du méchant en quelque sorte dans la série, même si c'est peut-être plus complexe que ça, mais oui, il joue un rôle très d'une personne très organisée, très froide même, mais justement il incarne vraiment très bien avec brio une personne qui a toujours son sang-froid. D'ailleurs c'est pas étonnant qu'il fait partie du casting de la saison 2 de The Mandalorian pour jouer un méchant, je crois aussi, il me semble. Je ne sais pas. Il me semble qu'il doit jouer un méchant et c'est pas surprenant parce qu'il le fait vraiment très bien avec toujours cette espèce de personnage qui garde son sang-froid en toutes circonstances. Vraiment un très très bon acteur. Voilà, et ben donc il aurait dû gagner. Il aurait dû gagner. Pour revenir après, donc Bradley Whitford dans The Handmaid's Tale. Si je me souviens bien, je suis pas sûr, mais je crois que c'est celui qui fait le commandant Lawrence. Je check. Oui, c'est ça, ça doit être ça. Voilà, enfin franchement, c'est une nomination. J'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Il a eu un bon rôle dans The Handmaid's Tale, mais. Voilà, un peu étonné de cette nomination. On aurait pu nommer quelqu'un d'autre. Voilà, il a pas le meilleur rôle, il n'est pas particulièrement excellent. Il est là. Et donc la statuette dans cette catégorie a été gagnée par Billy Crudup pour The Morning Show. Donc on peut déjà féliciter Apple de ramener au moins une statuette à Cupertino parce que c'était pas gagné. Pour moi, c'est mérité. Franchement, The Morning Show, il a fait un très bon rôle. Il a un personnage qu'on peut vraiment qualifier de complexe parce que on saurait pas le mettre dans une case gentil ou méchant. À la fois, forcément, c'est si je me souviens bien, c'est le responsable donc de la division news de la chaîne. Ce Morning Show, ça raconte les aventures d'une matinale télé. Et donc lui, c'est le responsable de la division news de la chaîne, donc forcément, ça va avec toute la complexité du rôle, hein, quelqu'un qu'on ne sait pas classer. Et il a un très bon rôle. Franchement, il est bon là-dedans, donc voilà, mérité pour ton trophée. Félicitations, Billy. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la catégorie meilleure actrice secondaire dans un rôle dramatique.
avec Laura Dern dans Big Little Lies, Meryl Streep dans Big Little Lies, Helena Bonham Carter dans The Crown, Samira Wiley dans The Handmaid's Tale, Fiona Shaw dans Killing Eve, Julia Garner dans Ozark, Sarah Snook dans Successions et Thandie Newton dans Westworld. Je ravale ma salive parce que c'est dur à dire. Et voilà, Big Little Lies, beaucoup de nominations dans cette catégorie. Un peu prévisible, parce que quand on voit que le casting de la série était très féminin, donc forcément ça se voit dans les nominations derrière quand on les retrouve dans les catégories de meilleure actrice féminine. Helena Bonham Carter, c'est une bonne actrice. Je ne l'ai pas vue dans The Crown, je ne peux pas le dire. Voilà, si quelqu'un l'a vu dans The Crown, je sais pas. Tu l'as pas vu là où tu as commencé pour l'instant? De qui? Helena Bonham Carter. Je sais pas vraiment, si tu vois de qui je parle. J'ai pas le mémoire des. Il n'a pas les noms. Bellatrix Lestrange dans Harry Potter. Là, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Ok. Et on va continuer alors. The Handmaid's Tale, voilà, rien à dire. Je pense que j'ai tout dit sur cette série. Qu'il n'y a pas vraiment de gens qui méritent de statuettes à mes yeux. Fiona Shaw dans Killing Eve, elle a un très bon rôle. Ça aurait pu être une victoire méritée. Fiona Shaw, qui est une grande actrice d'ailleurs, on la retrouve notamment au casting de Enola Holmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, après Thandie Newton, ma grosse déception parce que vraiment dans Westworld, elle est impressionnante, quoi. Elle a un personnage qu'on peut qualifier de badass directement. Et elle envoie du lourd, et vraiment très bon rôle, très, très belle prestation. Elle aurait pu mériter une statuette. Voilà, Westworld, très bonne saison 3, déception de cette cérémonie pour moi. On va continuer à avancer. Là maintenant, on arrive en fait dans les catégories comiques. Pour vous résumer, en fait, je vais pas vraiment le faire. Je vais le faire en pack parce que quasiment une seule série a gagné tous les statuettes, c'est Schitt's Creek. Je ne l'ai pas vue, je ne sais pas, mais je sais juste qu'elle a fait une de ses rafles sur les statuettes. J'avais un petit favori, il faut l'avouer, The Good Place. On peut notamment parler de Ted Danson qui était nommé meilleur acteur dans une série comique. Également, voilà, The Good Place, c'est vraiment ma déception parce que c'est une très bonne série et voilà, un peu déçu qu'elle n'ait pas été nominée, donc qu'il n'ait pas gagné surtout. Voilà, donc félicitations à Schitt's Creek pour avoir ramassé tous les trophées. Et on va directement pouvoir passer à une catégorie qu'on attend avec Kylian, la catégorie meilleure actrice principale dans une mini-série. Avec deux nominés, Cate Blanchett pour Mrs. America, Shira Haas pour Unorthodox, Regina King pour Watchmen, Octavia Spencer pour Self-Made, Kerry Washington pour Little Fires Everywhere. Et bien sûr, la grande gagnante, comme prévu, j'ai envie de dire, c'était Regina King pour Watchmen. Mérité totalement. Un rôle incroyable. Où elle joue une justicière. Voilà, c'est ça. Une justicière dans une Amérique, une justicière noire dans une Amérique raciste, profondément raciste. Et c'est un magnifique rôle. Très philosophique par ailleurs. Oui, voilà. On peut pas trop vous en dire plus, mais on a déjà parlé de la série Watchmen. On vous conseille d'aller l'écouter, mais sans spoiler la série, c'est compliqué d'en parler. Donc c'est complexe. Mais toute la série Watchmen est très complexe. Il y a des sous-entendus partout. C'est voilà. Et c'est une très belle série. C'est une grosse découverte. Une grosse surprise. C'est pour ça qu'elle a raflé toutes les statuettes dans mini-série. C'est pas pour rien. Non. Après voilà, petite déception. Par exemple, dans la catégorie meilleur acteur, donc pour une mini-série, c'est Mark Ruffalo de I Know This Much Is True qui a gagné la statuette alors que Jeremy Irons de Watchmen était nominé et il était pourtant excellent dans son rôle d'Adrian Veidt, aka Ozymandias. Et pourtant il n'a pas remporté. Voilà, des petites déceptions, ça arrive. Par contre, après, dans acteur secondaire, on peut notamment parler de alors je vais peut-être écorcher le nom, Yahya Abdul Mateen II, qui lui joue le rôle donc de Dr Manhattan, aka comment il s'appelle dans le Caleb, non c'est ça? Oui, Caleb, je crois que c'est Caleb. Ça doit être ça. Si je vais dire des bêtises, je vais me faire frapper par Paul. Qui joue du coup le rôle du Dr Manhattan. Oui, voilà. Très beau rôle, justement.
le rôle qui est un des plus empreints de philosophie, notamment au niveau de la perception du temps, qui est un personnage vraiment incroyable. Voilà, c'est vraiment un rôle très complexe, Dr Manhattan, donc félicitations à lui. On peut aussi par ailleurs parler dans les nommés dans cette catégorie de Louis Gossett Jr. qui joue le rôle du grand-père donc d'Angela. D'accord. Je ne sais pas si tu vois le rôle, tu sais. Oui, je vois, tu vois, c'est voilà, bien, c'est vachement bien. Il joue donc le rôle... c'est parfait. Pardon, Kylian, il acquiesce, il me regarde, il acquiesce. Non mais oui, c'est... voilà, donc il était nommé aussi dans cette catégorie. Pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà, Kylian est étonné, donc ça veut tout dire. Pourquoi pas. Après, on a également Yovan Adepo de Watchmen, mais je n'arrive pas à savoir ce qu'il a fait. Par hasard, t'aurais pas idée, Kylian, non. Quel rôle il joue? On va regarder vite fait, rapidement. C'est... Voilà, c'est... Ah, attends. Si, il fait le rôle de William Reeves, mais jeune. D'accord, ok. C'est sa version jeune. Le fameux épisode 6 qui est le meilleur épisode 6 qui est un flashback. Le meilleur épisode de la série, d'ailleurs. Je suis pas d'accord. Voilà, mais c'est un des meilleurs. C'est un débat d'un autre moment, mais franchement, je suis... voilà. C'est un des meilleurs, mais... Donc, après, Donc dans la catégorie meilleure actrice secondaire, on a également Watchmen donc, qui s'est fait battre, Jean Smart qui joue le rôle de Lajen Blake, aka Silk Spectre dans la série Watchmen, et elle s'est fait battre donc par Uzo Aduba de Mrs. America. Je n'ai pas vu la série, voilà, peut-être elle avait l'air très bien. Donc je recommande. Voilà, donc on peut citer aussi dans cette catégorie grosse nomination de la part de l'équipe de Mrs. America. Non, on retrouve normalement par ailleurs Tracy Ullman et Margot Martindale. Voilà, Margot Martindale qu'on retrouve partout. Voilà. Et pour continuer après, vite fait, voilà, la dernière catégorie, donc meilleure mini-série, forcément victoire sans appel de Watchmen. On cite notamment de nominer Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable et Unorthodox. Voilà, donc je n'ai vu aucune de ces séries. Il y a 2 séries Netflix déjà dedans. 2 séries, oui, effectivement, 2 séries Netflix. Little Fires Everywhere, c'est une série Amazon Prime, si je me souviens bien. Et Mrs. America, c'est une série FX qui est diffusée par Canal en France. Voilà, donc ça avait l'air sympa. J'ai vraiment hésité de regarder et voilà. Écoute, je le regarderai peut-être un jour et j'en ferai une chronique et je donnerai mon avis. Un autre jour. Voilà, c'est ça. On arrive maintenant en fin de chronique. J'aurais pris toute la durée de l'émission. Donc voilà, merci de m'avoir écouté quand même parce que waouh, c'était long. On va maintenant passer à la chronique que vous attendez tous, le grand retour de la belle, magnifique, épique chronique de Kylian, tout de suite après son non moins connu générique. C'est un classique, c'est un classique, c'est un classique de la littérature. Et aujourd'hui au programme, c'est un classique de la littérature anglaise. Par classique de la littérature anglaise, j'entends parler des Hauts de Hurlevent, écrit par Emily Brontë. De quoi ça parle déjà ce merveilleux texte? De quoi ça parle? Un enfant décrit comme un enfant sans parents, sans attache familiale, est ramené à la maison familiale. Il s'appelle Hitchcliff et il est contraint du coup de vivre avec une fille qui s'appelle Catherine et son frère. Voilà, il va subir des remarques, des difficultés à s'intégrer au sein de cette famille vis-à-vis de ses demi-frères et demi-sœurs, jusqu'au moment où, en grandissant, il va tomber amoureux de Catherine. Catherine et lui vont du coup tomber amoureux et cela va bien sûr mal se passer. Voilà, comme toutes les histoires d'amour dans la littérature anglaise, j'ai envie de dire. Oui, car Catherine est plutôt
perçu comme une personne venant d'un milieu aisé, et Heathcliff, lui, est perçu comme quelqu'un de fruste, de quelqu'un qui n'est pas dans son milieu, et il va être délaissé par la famille voisine. La famille voisine dont le fils va épouser Catherine finalement. Donc va s'enchaîner une sombre histoire de génération de violence et de vengeance intergénérationnelle. Heathcliff va vouloir se venger par divers moyens. Et en fait, l'importance de ce livre, c'est dans la dureté des sentiments. Les sentiments qui sont évoqués sont destructeurs. C'est puissant, mais les personnages sont mauvais. Même les meilleurs personnages ont des actes qui posent question. Et c'est ce manque de manichéisme qui est très important. On n'a pas des personnages bons et des personnages mauvais. On n'a pas les gentils et les méchants. On a des personnages. Voilà. On a des personnages, tout simplement, qui vont agir à des pulsions humaines. Des pulsions humaines, la vengeance, la colère, la jalousie. La jalousie surtout. Juste, j'arrête, il n'y en a pas qui se détache un peu dans le bien ou dans le mal justement, au fur et à mesure la personne qui... Le narrateur du texte par exemple, en fait c'est particulier, il y a deux narrateurs du texte en fait, qui est une personne qui arrive quelques années plus tard dans la maison où les événements se sont passés et qui va demander à sa servante comment s'est passé, quelle est l'histoire de la famille. Et du coup, la servante, c'est elle qu'on entend le plus parler dans le livre, qui a vécu, qui a fait toutes ces années avec les deux familles et qui va raconter comment ça s'est passé, qui était Heathcliff, qui était Catherine, qui étaient tous les autres personnages. Et la tragédie que ça a été, parce que on sent qu'elle a un regard... elle est au courant des choses. C'est une servante qui est très attachée à la famille et qui va la suivre jusqu'au bout. Okay. Mais c'est vrai qu'à sa sortie, le livre a été mal accueilli par la critique, parce que du coup, à cause des personnages décrits comme mauvais, les lecteurs étaient outrés dans cette Angleterre assez conformiste de lire un texte avec des personnages aussi horribles les uns envers les autres. Et c'est surtout la structure du texte qui est particulière, mais qui est super intéressante, qui est qu'on part d'un narrateur, du monsieur qui arrive dans la maison. Et ce narrateur va faire parler la servante, et du coup c'est la servante qui va prendre la parole. Du coup on a une histoire qui est racontée, mais pas par les mêmes personnages. Et oui, avec une réelle mise en abîme dans comment on traite d'une histoire, comment on parle d'une histoire. C'est vraiment incroyable. Mais ce qui est encore plus beau derrière tout ça, c'est le contexte de l'écriture de ce livre. Quand on sait que Emily Brontë a écrit ce livre en étant pratiquement confinée chez elle, sans connaître réellement ce qu'était le monde extérieur. Elle n'avait pas connu à cette époque les passions destructrices qu'elle décrit dans ce livre. Et elle a été abreuvée de cette culture littéraire en lisant des livres tout simplement. Et c'est incroyable de voir qu'une personne a pu écrire un texte aussi fort sur les sentiments, une personne qui n'a pas forcément vécu ces sentiments et qui est restée enfermée chez soi. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc je vous invite vraiment à le lire. Certes, ce n'est pas la lecture la plus joyeuse que vous aurez faite, mais c'est un Roméo et Juliette, mais en plus poussé, j'ai envie de dire, qui est tout aussi joli. Eh bien, merci beaucoup,
Kylian, pour ces recommandations. Ça donne envie. Ça donne envie, ça donne envie de déprimer. Mais voilà, je ne dirais pas la fin, si la fin est si triste ou si joyeuse. Il en faut pour tous les goûts. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir clôturer l'émission de là-dessus, parce que pour une reprise, on a enchaîné. Je suis au bout et j'ai super faim, donc on va pouvoir clôturer. Merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir été là avec nous. Merci à vous en studio d'avoir été là pour cette reprise. Je sais justement que j'ai traîné Kylian pour faire cette émission, mais merci particulièrement à lui. On vous dit à la semaine prochaine, même date, même heure, je ne sais pas. Voilà, quand on sera là, on sera là un moment, vous cherchez, voilà, je sais pas. Allumez la radio. Allumez la radio, si vous nous entendez, c'est cool. Dormez avec la radio. Donc je vous dis à la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir écoutés. Bisous tout le monde. Au revoir.